Bonjour, bienvenue sur ce quatrième audio, toujours autour du stress. Donc, j'ai eu quelques commentaires par rapport aux solutions que chacun utilise. Donc, pour les femmes, il y a beaucoup le lèche-vitrine, une petite compulsion d'achat, manger du chocolat, et puis beaucoup aussi téléphoner aux copines. Pour certains hommes, il y a le sport, le sport, le sport, le sport, ou fumer une cigarette, ou aller boire un verre avec les copains, et puis refaire le monde. Donc voilà pour quelques petites réponses qui m'ont été données. Pour mieux comprendre le stress, nous allons d'abord remonter des années en arrière, puisque nous allons aller voir le stress chez l'homme paléolithique. Et ce stress était physique avant tout. Il avait peur, comme nous, mais lui, il avait la possibilité de passer à l'action pour se battre. C'est le F de fight en anglais, ou pour fuir, le F de flight, qui c'était instinctif, hein, c'était son instinct de survie, et par la même occasion, bah, il pouvait ainsi décharger l'adrénaline. Il était aussi toujours dans l'action parce il avait besoin de s'adapter donc pour se défendre contre les différents prédateurs, mais il devait chasser, cueillir pour manger, pour se vêtir. Il devait construire son habitat pour s'abriter. Et il était nomade pour pouvoir se déplacer et aller chercher régulièrement d'autres endroits pour se nourrir ou pour pouvoir aller au niveau des grottes quand il faisait plus froid. Il se déplaçait donc constamment et était en dépenses énergétiques intenses. L'homme paléolithique avait la possibilité de se battre, de fuir ou éventuellement de faire le mort. Les trois F que l'on nomme en anglais. Et le troisième, c'est freeze, donc faire le mort. Et c'est l'inhibition d'action. Pour l'homme moderne, le stress est de plus en plus souvent d'ordre psycho-émotionnel. L'homme moderne a des peurs face à des dangers qui sont réels ou pas et qui n'a pas la possibilité de passer à l'action. Par exemple, là, nous avons connu des attentats, le Bataclan, Nice, et nous avons peu de pouvoir d'action par rapport à ça. Les aides-soignants, eux, ont travaillé jour et nuit, et c'était un moyen pour eux de pouvoir libérer cette colère et cette agressivité éventuellement qu'ils avaient en eux, hein. Face à un patron, il est difficile de se battre, hein. Il n'est même pas recommandé du tout de se battre. Et puis prendre la fuite, c'est pas non plus une bonne solution. Donc on est plutôt là dans le freeze, dans l'inhibition d'action. Face à un professeur, face à un parent, à un médecin qui vous indique que vous avez une maladie grave et que voilà, il va falloir suivre tel protocole et il n'y en a pas d'autre. Et souvent, ben, on obéit sans savoir si c'est vraiment la bonne attitude à avoir. Et on ne passe pas l'action face à une personne à qui on ne veut pas ou à qui on ne peut pas déplaire. Donc l'homme civilisé a une réaction passive dans l'inhibition, ce qui va entraîner des désordres physiologiques. Et il y a aussi tout ce qui est face à des situations d'ordre juridique. Il y a des structures qui sont là pour faire observer la loi, l'armée, la police, les avocats. Et bien évidemment, et tant mieux, on ne passe pas à l'action pour se faire justice soi-même. L'homme d'aujourd'hui n'a plus besoin de faire des efforts physiques intenses pour se déplacer, se nourrir, se loger. Il est dans la sédentarité, il est dans les déplacements motorisés de plus en plus, dans la robotisation, l'hyperspécialisation et la suralimentation par rapport à ses dépenses physiques. J'ai comparé l'homme paléolithique à l'homme moderne, c'est parce que nous avons au niveau du cerveau le cervelet qui est ce qu'on appelle le cerveau reptilien et qui correspond avec le cerveau limbique aux réactions physiques de notre corps qui appartiennent
à l'homme paléolithique, mais que nous avons encore, et qui fait que nous avons des réactions instinctives. Et on va pouvoir le voir par rapport au système sympathique et parasympathique, à partir du moment où le corps demande de pouvoir décharger toute cette agressivité, toutes ces émotions, et qu'il ne peut pas le faire, ça va être un cercle vicieux par rapport au stress. Nous allons donc passer au mécanisme biologique. Et sur le plan biologique, le stress implique le système nerveux cérébrospinal, qui est le système de commande. Donc là, ce système-là va commander les réactions et les déplacements de l'être humain. Le système moteur, qui est consacré à la commande volontaire des muscles et à la réception des cellules sensitives, la peau, les nerfs, etc. Il y a un second système qui est appelé le système autonome ou neurovégétatif, qui lui est un système de contrôle et qui va plus particulièrement nous intéresser là pour le stress. Et ce système de contrôle euh, gère et contrôle les fonctions vitales de l'organisme, que ce soit des fonctions vitales au niveau volontaire, que ce soit des contrôles inconscients ou conscients. Donc, dans le fonctionnement des viscères, qui là évidemment est de l'ordre de l'involontaire, de l'inconscient la plupart du temps, qui est au niveau de la respiration, du rythme cardiaque, qui est là aussi la plupart du temps inconscient, mais on va voir sur lequel on peut avoir une action, la digestion, dont le taux d'acidité ou d'alcalinité selon ce que l'on vit. Il gère aussi l'excrétion, la transpiration, il gère la circulation, la pression sanguine et la température du corps, la sécrétion d'hormones. Pour résumer, on peut dire que ce système neurovégétatif est le garant de nos constantes physiologiques, qu'on appelle aussi homéostasie. Ce système neurovégétatif lui-même a recours à deux autres systèmes qui vont agir l'un par rapport à l'autre. Et c'est là que c'est important pour mieux comprendre le stress et ses conséquences. Il y a donc d'une part le système nerveux sympathique, qu'on appelle encore orthosympathique, et le système parasympathique. Le système nerveux sympathique, qui est situé dans la partie latérale de la moelle épinière, et de là, les nerfs sympathiques vont gagner les territoires à énerver et produire ainsi l'énergie nécessaire qui va jouer le rôle d'alerte. On l'appelle l'accélérateur et moi, je le compare souvent à la pédale d'accélérateur de la voiture. Et cette pédale d'accélérateur va pousser à agir et va permettre d'accélérer les fonctions qui sont nécessaires à l'action et qui va d'autre part inhiber celles qui ne sont pas utiles à ce moment précis. Je m'explique. Il va accélérer le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, dilater les bronches qui vont être utiles en cas de nécessité de fuite, qui va stimuler la circulation du sang au niveau des jambes pour la fuite et au niveau des bras pour le combat. Il va bloquer la digestion pour une efficacité maximale des autres fonctions qui sont nécessaires à l'action. Il va bloquer aussi les fonctions de reproduction. Il va dilater la pupille pour une meilleure vision. Le foie va à ce moment-là libérer du sucre dans le sang pour apporter l'énergie nécessaire aux muscles. Et tout cela, il le fait par l'intermédiaire de médiateurs chimiques qui sont libérés lors d'une phase d'urgence, qui sont l'adrénaline et la noradrénaline, entre autres. Tout ça se fait automatiquement comme à l'époque des hommes préhistoriques. Quelques minutes après l'adrénaline, il y a le cortisol qui est là pour libérer à son tour et qui va transformer les gras en sucre et ainsi favoriser l'action de l'adrénaline, dont le mot d'ordre, on l'a compris, est de mobiliser l'énergie contenue dans les sucres pour l'expédier à certaines zones précises, dont les muscles et le cœur. Les jambes, la fuite.
les bras, les muscles au niveau des bras pour combattre. Le cortisol a pour fonction en règle générale de maintenir l'équilibre énergétique du corps avec un pic le matin pour pouvoir donner l'énergie nécessaire pour les activités de la journée et une baisse le soir pour favoriser le sommeil. Mais on va voir qu'en cas de stress chronique, tout cela est déséquilibré. Le cortisol est sécrété de façon trop intense et trop longtemps au cours de la journée. Et c'est la raison pour laquelle l'exercice de cohérence cardiaque que je vous ai proposé lors d'un audio précédent permet de vraiment diminuer ce taux de cortisol. Donc, pour aujourd'hui, on va arrêter sur le système sympathique qui est sympathique quand il y a effectivement un réel danger et qu'il est nécessaire de passer à l'action et qu'il faut être rapide, comme par exemple une maman qui voit son enfant qui va aller traverser la route alors qu'une voiture arrive. Elle doit vraiment réagir très vite et rattraper l'enfant ou courir après, là sans avoir le temps de réfléchir. Par contre, de plus en plus, eh bien, l'homme moderne voit des dangers là où ce ne sont pas des dangers réels pour sa survie. Et il va suractiver inconsciemment, bien sûr, ce système sympathique. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et puis lors d'un prochain audio, nous parlerons du système parasympathique qui lui est la pédale de frein par rapport au système sympathique qui va inhiber le système sympathique pour le retour à la détente. Voilà. Je vous remercie. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires sur mon adresse mail villavizen@gmail.com. Villavizen tout attaché minuscule Villavizen. Je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée en fonction du moment où vous allez écouter cet audio. Au revoir.